Dans le cadre de le LACFAS, le colloque d'aujourd'hui, quand on a vu l'appel, on a fait, mais quand nous autres, on fait des affaires sur la qualité éducative, en fait, c'est qu'on a débuté un projet qui vise l'accompagnement des milieux qui n'ont pas atteint les seuils minimaux d'évaluation de la qualité. Et donc, on a des données, on a des choses qui sont, on pense, intéressantes. Et sachez que moi, j'ai tout fait cette présentation-là avant d'avoir lu le livre. Alors, la chose qui est magique, c'est que vous allez entendre parler de vous à la fin de cette présentation. Donc, c'est parti. Je vais vous faire une rapide mise en contexte du projet, un peu dans quel cadre ça s'est fait. On va regarder l'état des lieux parce que c'est ces données-là que je vais vous présenter. Et ça a fait relever beaucoup d'enjeux, de problématiques et des réflexions aussi quand on parle de rehaussement de la qualité. L'autre. Mise en contexte général, on se rappelle, la qualité, concept très fédérateur dans le développement du réseau des services de garde au Québec. J'ai ramené quand même l'énoncé qu'un service de garde de grande qualité peut jouer un rôle de facteur de protection dans la vie des enfants, notamment les plus vulnérables. Mais ça, c'est un couteau à double tranchant, un grand privilège. Quand on a un service de garde qui est de très mauvaise qualité, bien, on ne peut pas jouer le rôle de facteur de protection et qui plus est, ça peut ajouter un facteur de risque dans la vie des enfants. Donc, c'est quand même un élément qui est extrêmement important et donc il faut s'en préoccuper. Je ne vous ferai pas l'historique de l'évaluation de la qualité, on en a parlé aujourd'hui, mais sachez que quand même, dans l'article 5.1 de la loi, on vient vraiment cristalliser cette affaire-là d'évaluation de la qualité en ayant l'obligation d'y participer pour tous les services de garde qu'on a ici au Québec, que les milieux qui n'atteignent pas les seuils doivent produire un plan d'action et un an suivant le dépôt du plan d'action doit avoir une réévaluation de l'item qu'ils n'ont pas atteint. Ça, c'est quand même dans la loi les règlements, ce qui est une bonne chose. Dans les éléments qui sont évalués, on en a parlé aujourd'hui. Moi, j'ai mis 5 catégories. Donc, qualité structurelle, c'est noté, mais pas évalué. Et on a les 4 autres éléments. Pourquoi j'ai mis les 4 autres éléments? Parce que j'ai entendu des gens qui ont dit, on a beaucoup parlé du classement de la qualité des interactions, mais sachez que les gens qu'on accompagne ont échoué parfois un seuil et parfois plusieurs seuils de ces dimensions-là. Donc, je vous ai mis les derniers résultats, en fait, c'est de se dire, pas pour comparer le type de service de garde, ça c'est sûr que les dernières données, je pensais que ça allait sortir des études de crédit qui sont arrivées cette semaine, mais malheureusement, les données ne sont pas sorties, on devrait les avoir très bientôt. Mais c'est pour dire qu'il y a quand même une proportion importante de services de garde en installation qui n'atteignent pas les seuils. Fait qu'on ne parle pas d'anecdotes, on ne parle pas de 20 milieux, on parle de centaines de milieux et de beaucoup d'éducatrices, beaucoup de gestionnaires et surtout beaucoup d'enfants qui sont dans ces services de garde-là. Ça, c'est d'autres plus récentes, mais on a quand même les mêmes tendances qui reviennent. Je suis déjà essoufflée de ma présentation. Donc, projet de rehaussement de la qualité. Le ministère de la Famille a la responsabilité de soutenir l'amélioration de la qualité. Et donc, ils ont fait des appels de projets en lien avec la qualité éducative. Dans ces types de projets-là, il y avait des projets qui viennent offrir un accompagnement individualisé aux milieux qui n'atteignent pas les seuils. Avec beaucoup de réflexions, difficile de prendre la décision si on s'embarque là-dedans ou pas, on a décidé d'y aller, mais quand même, on a décidé d'y aller parce que c'est un projet qui était financé, qu'on le faisait en complicité avec le ministère de la Famille, et on a décidé aussi d'évaluer la démarche qu'on est en train de faire. Fait qu'autant d'évaluer notre travail, qu'est-ce qu'on fait, c'est quoi nos réflexions quand on les accompagne, mais d'évaluer aussi c'est qui ces milieux-là, qu'est-ce qu'ils vont faire. Et à la fin du processus, dans le fond, on les accompagne dans leur plan d'action. À la fin du processus, on va repasser des outils d'évaluation qui ont servi à faire la réévaluation de la qualité pour voir si les choses qu'on a mises en place ont eu un impact au final sur ce fameux seuil de réussite. Donc, on s'est associé avec une évaluatrice externe aussi qui nous aide là, à ramasser toutes ces données-là. La petite flèche par en bas. Donc, projet sur une ligne du temps. C'est un projet on a développé nos contenus là, en avril jusqu'à l'automne, former notre équipe parce que ça prend quand même des compétences particulières. Et on a débuté à l'automne passé. Pour la présentation, je vais vous présenter des données qui sont tirées du portrait de situation
de l'analyse. À l'heure actuelle, vous allez voir, c'est la thématique, les rénovations pour ma présentation. On est dans l'étape plutôt de la priorisation et de la mise en œuvre pour la majorité des milieux qu'on accompagne, c'est-à-dire 19 installations à l'heure actuelle. Source de données, nous, on a fait du care. C'est-à-dire que oui, on a un rapport d'évaluation qui est comme la photo première, mais on a passé des questionnaires à tous les gestionnaires de ces installations-là, à toutes les éducatrices, aussi individuellement, pour connaître leur perspective par rapport à leur propre milieu. On a fait une entrevue avec les gestionnaires et on a animé des rencontres d'équipe pour venir dresser un portrait ensemble de la situation. Tous les accompagnatrices ont aussi un journal de bord parce qu'il y a beaucoup d'enjeux éthiques qu'on rencontre dans des milieux comme ça, donc on veut s'assurer de bien faire les choses. Pour la présentation, on commence avec 2 maisons, on va dire 2 installations. Ça, c'est nos installations classiques. À peu près la moitié des milieux qu'on reçoit leur évaluation qui atteignent tous, ça ressemble à peu près à ça comme type d'évaluation. Pour les biens d'exercice d'aujourd'hui, j'ai fait des petits personnages. Donc, on a l'installation 1, c'est la petite maison blanche. Son rapport d'évaluation qui est un vrai rapport d'évaluation, donc la qualité des interactions, le seuil n'est pas atteint. Soutien à l'apprentissage, le seuil n'est pas atteint. Mais quand on regarde les 2 autres composantes, c'est pas très élevé. Ça passe, mais c'est pas très élevé. J'aurais pu mettre tout le détail qu'il y a dans les 16 autres pages des rapports d'évaluation, mais pour l'exercice, en fait, c'est de se dire, le gestionnaire, quand il reçoit ça, c'est ça qu'il regarde. C'est pas tous les détails, puis les phrases, puis tout ce qui est écrit. C'est vraiment ça qu'il va regarder. Mon deuxième, là, c'est comme la deuxième mouture de l'évaluation, mais on arrive avec quand même des cotations qui sont relativement similaires, un peu plus faibles pour la qualité du soutien à l'apprentissage, la qualité des interactions, mais quand même. La majorité des milieux qu'on a reçus, à part ceux que je vous ai dit qui avaient échoué plusieurs composantes, là, que ça, c'est comme vraiment une autre catégorie, on a sensiblement des photos similaires. Si on regarderait leur rapport d'évaluation, on a le même genre de type de phrase. Ça se ressemble quand même assez. Mais quand on arrive à parler avec le personnel éducateur et les gestionnaires, c'est là que ça se gratte. En fait, j'ai mis une craque. Parce qu'en fait, c'est ça que le rapport d'évaluation dit, c'est toi, tu as une craque dans ton mur. Fais quelque chose sur cette craque. Et avec tous les questionnaires qu'on a eus, j'ai une partie des installations qu'on accompagne qui, on dit ouverture d'une nouvelle installation, une partie de l'équipe a quitté. Ils ont donné ce type d'explication-là contextuelle. Puis en faisant l'analyse avec eux, c'est qu'on a dit, bon, petite mise à jour sur la qualité des interactions notamment. On va avoir quelques mécanismes, mais c'est une petite job de plante. C'est comme ça que je le vois. Ensuite, on a des milieux que quand on a fait tous les questionnaires et toutes les rencontres d'équipe, on s'est rendu compte que, hé là là, c'est pas juste une craque, ça. Le toit est probablement fissuré, il y a de l'eau qui rentre, puis les fondations sont en train de s'effondrer. Et là, on a fait, dans le fond, pourtant, on a la même photo. On part du même rapport d'évaluation, mais quand toutes ces choses-là sont nommées, on ne part pas du tout du même chantier. Là. En fait, c'est des planètes de différence. Je vous ai mis quelques énoncés. Là, c'est mon petit classement maison. Excusez-moi. La liste des éléments perturbateurs que les personnes éducatrices ont nommés. Et là, je vous dirais que ce n'est pas toujours des super relations entre les gestionnaires, même entre les gens des équipes, mais on a réussi à en discuter avec eux. Donc, on a parlé de leadership, du gestionnaire, de capacité d'organisation, de gestion RH, de gestion financière, de relations conflictuelles parfois avec les CA. Pour les éducatrices, une équipe qui n'est pas stable, une attitude négative envers le travail qu'elles font au quotidien de certaines éducatrices, la vision de l'enfant, le climat de travail qui est stressant ou qui a des conflits, et même la mobilisation dans une démarche collective, peu importe. Travailler en équipe, des fois, c'est juste ça, c'est difficile. Et on a mis des conditions qui sont plus organisationnelles. Donc, oui, mais les horaires, on est tout le temps en train de faire des regroupements. J'ai jamais de temps disponible sans enfants, sinon il faut que je travaille le samedi. Le programme éducatif qui est passé date. Ce type d'éléments-là. Donc, ça, on a appelé ça des éléments perturbateurs. Et pour certains, dans les 2 maisons qu'on a regardées, il existait ces éléments perturbateurs-là. Mais pour la maison qui était tout blanche, c'est que, premièrement, il y en avait moins.
Mais il y avait aussi, tout ça c'est le côté sombre de la force, hein, mais tout ça, ça peut se transformer en force. Et bien, le prorata des forces du milieu versus les éléments perturbateurs venait égaliser un peu tout ça. Ce qui faisait que, probablement, c'est ce qu'on va voir, ça risque d'avoir des effets positifs. Ce qui arrive avec tous ces éléments perturbateurs-là, c'est que ça va freiner la capacité de l'équipe à s'engager dans une démarche d'amélioration continue des pratiques. Ça va faire aussi que plus il y a d'éléments perturbateurs, plus les ressources financières devront être au rendez-vous et le temps, ressources humaines internes ou externes aussi. Il va falloir mettre beaucoup de temps pour arriver à avoir des changements. Mais je vous dis souvent, quand les fondations puis le toit coulent, le portefeuille ne se porte pas nécessairement très bien non plus. Et la capacité de pérenniser les changements, parce qu'on a beaucoup de milieux qui disent la QCPE, vite, donnez-nous une formation sur soutien à l'apprentissage, puis on va revenir, puis là, on va poser des belles questions, puis ça va marcher. Je dis comme oui, mais il faut être capable de pérenniser ce niveau de qualité-là dans le temps, parce que c'est comme si tu mets du plâtre sur ta fissure, c'est bien cute, mais la prochaine fois qu'il mouille, tu vas en avoir 4. Là. Fait que c'est la même affaire. Il faut vraiment trouver la source du problème, puis faire notre ménage. Une chose qui est un petit peu inquiétante pour certains milieux, c'est que parfois, là, je vous dirais que ce n'est pas 100% des éléments perturbateurs qui sont là, mais 75. Donc, pour certains, puis c'est ce qu'on va voir dans les accompagnements, il est probable que ça va être difficile de faire virer la vapeur dans un délai d'1 an là, pour la venue du ministère pour la suite. Enjeu problématique, parce que là, on a pris un petit pas de recul. On a parlé de nos milieux qu'on accompagne, mais on s'est dit, nous, on en accompagne 19. Là. Il y en a des centaines d'autres de ces milieux-là. Puis eux, c'est le rapport d'évaluation qu'ils reçoivent, ils regardent la note. C'est ça leur outil de base pour leur changement de pratique. Donc, les données du rapport d'évaluation, on pense qu'ils sont incomplètes. Ils sont incomplètes quand on parle d'amélioration de la qualité. Dans l'évaluation de la qualité, oui. Quand on parle d'amélioration, c'est que tu as d'autres composantes là, qui rentrent en ligne de compte là-dedans. J'ai mis un petit astérix parce que j'ai une conseillère pédagogique qui a écrit dans son journal de bord, regardez-moi ça, cette belle phrase-là. Les documents de soutien du ministère de la Famille peuvent présenter un caractère subtant, mais il nécessite une appropriation et une lecture approfondie qui n'est pas toujours possible pour des gestionnaires dont la fondation fissurée met en péril le bâtiment au quotidien. C'est une belle métaphore de construction, on aime ça. Mais c'est ça qui arrive, tu sais, quand comme gestionnaire, tu gères les urgences, bien, même s'il y a beaucoup de matériel que le ministère a mis, bien, ça prend du temps à s'approprier tout ça. Puis, bien, le temps, ils n'en ont pas nécessairement. Ensuite, les éléments majeurs peuvent venir perturber la capacité à s'améliorer. Fait que là, moi, j'accompagne que des CPE, parce que quand on a dit qu'on s'embarquait là-dedans, c'est nos membres qui sont habitués de communiquer avec nous, qui ont levé leur note, bien entendu. Et on n'a pas pris d'autres milieux parce que c'est un petit peu expérimental, notre affaire. Fait que ça prend du temps. Mais il y a des éléments majeurs qui viennent perturber tout ça. Et certains de ces éléments ne sont pas du ressort ni de la personne éducatrice, ni de la gestionnaire. Fait que qu'est-ce que tu veux qu'on fasse? Qu'est-ce que tu veux qu'on fasse avec ça? Et là, on a pris un autre pas de recul. Parce qu'à la QCPE, on a notre accompagnement du terrain qu'on fait, mais on a tout le volet politique. Puis là, on s'est dit, à travers ces constats-là, qu'est-ce qu'on peut faire? Alors là, c'est des pistes. Fait que ça ne veut pas dire qu'on sait comment le faire, mais on s'est dit, on va essayer. La première, c'est miser sur les orientations pédagogiques. Yeah. Oui, mais comment le faire? On va falloir qu'on lise tout le livre avec attention. Mais travailler l'identité professionnelle, la vision de l'enfant, puis des discussions d'équipe, on pense que ça risque d'avoir beaucoup plus d'impact à moyen ou long terme avec une équipe pour voir des changements dans les interactions et non pas se concentrer sur le geste fait ou le geste qui est non fait. Miser sur la personne éducatrice, on a une mutuelle de SST, nous autres, en passant, la QCPE. Puis on parle beaucoup de santé psychologique au travail, de santé physique, le bruit dans les locaux, d'avoir un contexte qui est propice pour que l'éducatrice puisse se connecter avec les enfants. Et à place de dire, toi, l'éducatrice, tu dois faire ça, bien, qu'est-ce qu'on met comme environnement pour permettre ça? La valorisation, je l'ai mis, mais c'est autant le regard de la société envers eux, mais ce qu'elles pensent de leur profession aussi qu'il faut travailler, parce qu'on s'est rendu compte qu'il y en avait beaucoup qui n'avaient même pas une opinion très positive de leur propre travail. Miser sur l'exosystème, en fait, qualité structurelle opérationnelle, j'ai appris avec vous, mais c'est Annie-Claude, c'est ça
la qualité structurelle, le bâtiment, l'environnement physique, c'est sous-financé. En fait, c'est sous-financé. Donc, comment on arrive à avoir des bâtiments d'espace où les enfants se sentent bien et où les éducatrices, donc, se sentent bien. Formation continue initiale, on en a parlé aujourd'hui, mais surtout, du temps. Comment on fait ça? On n'est pas là pour trouver comment aujourd'hui, on nomme, mais c'est quelque chose qu'il va falloir réfléchir. Et bon, des affaires qui sont peut-être plus de l'ordre politique. Donc, un développement de place qui suit des principes de qualité. Parce que c'est, peut-être que ce sera un sujet d'étude, mais une ouverture d'une nouvelle installation, ça brasse les fondements d'une équipe parce que tu prends un noyau, tu l'amènes ailleurs, et là, tu as plein de nouvelles éducatrices, parfois formées, parfois peu pas formées, ou qui viennent de d'autres milieux. Et là, c'est des années qui sont difficiles. C'est vraiment difficile, les premières années d'ouverture d'une installation. Reconnaissance salariale, on en a parlé. La qualification, on fait baisser le niveau de qualification. Puis là, je ne parle même pas des RSGE avec toutes les choses qu'on dit, c'est pas grave, tu peux ouvrir, mais tu feras ça dans 2 ans. Bref, financement des infrastructures. Puis les normes administratives au service de la qualité, parce que cette année, il y a eu 9 projets de loi et changements réglementaires que les gestionnaires ont dû appliquer. Il y en a 9. Ça, c'est comme, puis là, dites-vous, l'été, c'est fermé, puis à Noël aussi. Fait que dites-vous que c'est à peu près un changement réglementaire de loi par mois. Donc, là, on se pose la question, est-ce que ça nous aide à arriver à avoir des standards de qualité? Tu prends beaucoup de temps à chercher la source des règlements puis le pourquoi, puis c'est correct des règlements, sauf que ça amène quand même une surcharge. Donc, conclusion. Pour nous, on poursuit le projet, on continue de documenter nos choses. Le projet se termine en mars 2026. On ne commencera pas de nouveaux accompagnements parce qu'on veut bien documenter la démarche. On veut planifier aussi une pérennisation pour dire, là, tous ces milieux-là, c'est beau de dire qu'ils existent, mais qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on peut faire? Comment on peut contribuer? Fait que ça, c'est une de nos grandes questions sur le projet. On aimerait identifier une grille d'analyse ou un modèle. Mais quand on parle de rehaussement, parce que tu as comme, oui, des principes de qualité, mais quand on parle de rehaussement, qu'est-ce qu'on pourrait développer ou réfléchir comme outil pour qu'on puisse faire un genre de portrait 360, puis que ça puisse aider les gens de façon autonome à se prendre en charge ou poser des améliorations dans leur organisation. Agir concrètement sur le rehaussement au-delà des symptômes observés, fait que sortir juste de dire, bien, ils vont faire une formation de classe, ça va être réglé. Ça, c'est mettre un plaster. Le classe, c'est super, mais c'est plus que ça, la qualité. Et identifier des mécanismes pour les milieux qui ne répondent pas au seuil malgré les accompagnements. Puis ça, c'est pas clair. Puis éthiquement, parce qu'on croit en l'humanisme, puis nos milieux, on veut, mais quand on a mis 80 heures d'accompagnement, puis qu'on a mis plein de choses en place, et qu'on refait cette évaluation-là, on n'arrive pas à faire bouger ça. Qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fait? Mais ça, j'ai pas de question là-dessus, vraiment. J'ai pas de réponse. J'ai pas de question. Beaucoup de questions, pas de réponse. Mais c'est quand même une perspective éthique qu'on doit avoir. Puis le gouvernement ne fait pas des pénalités administratives où on ne sait pas trop, mais il y a quand même des vrais enfants là. Ça fait tout dans ma présentation.